Donc on a listé une série de questions, elles ne sont pas exhaustives. D'ailleurs, Monsieur Raison, qui a fait le même travail que moi, enfin Monsieur avec ses collaborateurs, Monsieur Lebris, bon, voilà. Donc on va successivement traiter des questions. Je vous demanderai de poser à ce moment la question de trafic routier, de qualité de l'air, de bruit, de lumière, de poussière. Sujet gravelinois s'il en est, de sécurité, d'accès à la mer, de santé et de coupure territoriale. Donc chaque fois, alors, voilà les questions qui ont été posées dans le débat en général. Vous voyez, alors on voit la descente, hein, la flore, la santé, les wateringues, l'agriculture, trait de côte. Enfin, toutes ces questions-là, on a retenu celles qui ont été posées le plus souvent et on y va. Donc on commence, si vous voulez bien, par la vague, par le trafic routier. Est-ce qu'on peut projeter juste, vous permettez, j'organisais ça en fonction du nombre de questions et l'ensemble des questions seront traitées. Donc est-ce que vous pouvez avoir, est-ce qu'on peut me passer la dia, s'il vous plaît, sur, vous l'avez, Christophe? Non, on l'a pas. Voilà. Voilà, donc voilà une question qui a été posée dans un débat LULCO, dans une réunion plus à Grande-Sainte. On a volontairement épargné les questions qui ont été posées ici. Voilà, donc en gros, les gens nous disent ça fait une multiplication énorme du trafic de poids lourds, avec un chiffre, etc. On passe de 300 poids lourds aujourd'hui à 1400 aujourd'hui, à 1400 à venir. Alors en vérité, c'est un petit peu moins parce qu'il y a la phase qui correspond à l'extension actuelle du quai de Flandre, qui va payer les aménagements, l'autoroute A16 est mortifère. Bon, en gros, c'est saturé, on est bouché. Est-ce que vous n'avez pas contribué à nous asphyxier encore un peu plus? Question qui a déjà été posée tout à l'heure. Sachant que nous avons eu un atelier hier sur ces questions de circulation routière avec l'ensemble des parties prenantes, hein, la région qui s'occupe de ça, le département qui s'occupe de ça, la CUT qui s'occupe de ça, les gens qui s'occupent, la police, hein, un certain nombre d'associations, des citoyens, et qu'on a commencé à entrevoir des éléments qui permettent de répondre, et en particulier cette idée que de toute façon, il faut bien dire les choses, assez spontanément, le trafic n'est pas, indépendamment même du projet du port, le trafic n'est pas amené forcément à diminuer. Donc la question de comment on fait pour se déplacer dans le Dunkerquois, elle est posée d'une façon générale et elle est posée même d'une certaine façon en dehors du port. Alors voilà, qui veut intervenir sur cette question des poids lourds et du trafic routier, indépendamment du fait qu'on a déjà une question sur est-ce que ça ne va pas se reporter finalement très loin Donc on est bien d'accord, hein, là on est sur le trafic, sur les camions et sur les voitures, puisqu'il y a par ailleurs des gens qui vont aller travailler dans cette zone et qui vont devoir faire des allers-retours. Monsieur, je vous en prie, et monsieur, je vous en prie. Allez-y, monsieur, on va vous apporter une question. Donc voyez, on va les cerner les questions, puis ce n'est pas la peine de répéter 3-4 fois la même chose, mais je vous en prie, monsieur. Oui, Boucherie Jean-Claude, donc je suis élu à Gravelines et chargé de l'environnement. Donc je pose une question justement qui est axée sur les déplacements. Effectivement, cette extension va faire venir sur la zone des milliers de travailleurs, hein, donc, ce qui est une quantité quand même importante. Et dernièrement, j'ai participé au GPMD à un atelier PA2D, donc, qui était, dont un des axes c'était déplacement. Voilà. Et on a trouvé dans cet atelier plein de bonnes choses. Donc, où les salariés auraient pu se déplacer en bus avec des fréquences adaptées. Les salariés auraient pu faire du covoiturage, parce qu'il y avait des plateformes de covoiturage. Ils pouvaient venir en vélo, etc., avec des déplacements sécurisés. Et le problème, c'est que lorsqu'on regardait bien tout ça, eh bien, on s'apercevait que le Port Ouest n'était pas intégré dans ce plan de déplacement. Alors la question, c'était pourquoi? Pourquoi cela est-il réservé qu'à la partie du port Est? Et donc voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est pourquoi ne pas profiter de ce projet d'extension du port pour intégrer toutes ces problématiques de déplacement et notamment faire en sorte qu'une attention particulière soit portée au traitement de ce point sur l'extension du port ouest et aussi intégrer les entreprises qui sont déjà construites sur les terrains du port autonome et qui pourraient très bien intégrer ce plan de déplacement. Donc c'est la question que je posais. Pourquoi cet arrêt au niveau du port? J'ai une autre question posée
par quelqu'un par SMS. Vous voyez que ça fonctionne, mon affaire. Il dit, est-ce que le projet du GPMD s'intègre dans le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, l'égalité des territoires, et avec les nouveaux documents d'urbanisme en cours d'évolution à la CUT? C'est une question qui est posée par quelqu'un qui est au Conseil du développement du port. Monsieur, vous vouliez poser votre question, je vous en prie. La parole est à vous. Toujours sur ces questions de trafic de poids lourds, de sécurité routière, d'encombrement. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonsoir, Jean Pin, donc un citoyen ordinaire pour un projet extraordinaire. J'avais soulevé sur le site internet d'ailleurs une question concernant l'enfouissement de boisseaux routiers sous le quai, dans le cas d'extension du port, de manière justement à favoriser le passage routier pour éviter d'avoir le tour. Il est certain que quand on connaît l'extension, quand on a vu les travaux du port de Calais, du port de Dunkerque, beaucoup de zones étaient accessibles au public. Aujourd'hui, ces zones, au fur et à mesure de l'extension du port, sont reculées. Aujourd'hui, on a des barrières, on a des grillages, on a des clôtures, on ne peut plus accéder. On peut estimer normal. Ceci étant, la question que je me pose aujourd'hui, on m'a parlé d'une route effectivement qui allait faire le tour. Pourquoi pas cette route qui va faire le tour? En sachant que demain, s'il y a des extensions, et on peut souhaiter que demain, il y ait de plus en plus de besoins de zones de stockage, on reculera peut-être la route, voire la faire disparaître. Et là, on va se trouver confronté à un autre problème. C'est un problème pour lequel l'État, aujourd'hui, est absent. C'est la sécurité de l'autoroute. C'est la sécurité sur l'autoroute A16. On vient de terminer une rénovation d'un tronçon d'autoroute. Quand on compare l'évolution des rénovations de cette autoroute, on s'aperçoit, au départ, à l'origine, l'autoroute était éclairée. Au fil du temps, on avait un revêtement drainant. Plus d'éclairage, plus de revêtement drainant. Comme il y avait un éclairage, on n'a pas jugé utile de mettre un balisage de part et d'autre de cette autoroute. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a pas de balisage. Prenez l'autoroute de nuit quand il pleut, on vient de le vivre. Prenez l'autoroute cet après-midi, à une zone de travaux, on a mis un quart d'heure pour faire Lonne-Plage-Gravelines cet après-midi. Cette autoroute est excessivement dangereuse. Personne n'en disconvient. Quand j'avais soulevé le problème, monsieur Lebris, vous m'aviez répondu sur un débat sur la place publique, pardon. On était sur la place publique, vous m'aviez répondu, on a une augmentation de 2% du transport de camions. On a 2% d'augmentation sur un trafic qui est déjà aujourd'hui largement surdimensionné. On est bien trop élevé en termes de trafic sur cette portion d'autoroute qui relie, je rappelle quand même, la Belgique et l'Espagne. Donc il y a du monde. Il m'arrive quand je pars en vacances de prendre l'autoroute et quand j'arrive aux environs de Calais, je croise entre Calais et Gravelines quelquefois jusqu'à 10 et 12 fois plus de camions que j'ai pu rencontrer sur tout le reste des autoroutes en traversant la France entière. Donc ça, c'est une réalité et il faudra là, c'est du ressort de l'État, c'est pas du ressort du port, j'en conviens. Néanmoins, si on envisage le doublement du trafic, il faudra à tout prix que l'État prenne aussi ses responsabilités face à cette autoroute. Je ne voudrais pas, on a parlé du canal Seine-Nord, je ne voudrais pas que derrière le canal Seine-Nord, on ait une route qui s'appellerait Seine-Mort. Merci. Alors si vous voulez... Bien, donc le sujet est sensible, puisque une autre personne veut poser des questions sur ce problème de trafic routier, de sécurité, ou est-ce qu'on estime que les questions qui ont été posées sont suffisamment nettes pour qu'elles appellent d'ores et déjà une réponse? Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir. Gaëtan Lacassaigne, simple citoyen. Oui, donc pour le transport, justement, il y a eu une commission d'enquête du Sénat en 2016 qui a rendu son verdict en 2016 là, et qui parlait justement du grand port, du projet de grand port, et qui disait que ça servait à rien de faire un grand port si derrière il n'y avait pas les infrastructures nécessaires. Et il parlait de la voie ferrée Dunkerque-Creil, par exemple, et du canal Seine-Nord. Bon, il se fera pas. On est toujours un peu, dans le questionnement et il y a des choses pas claires. En plus, on dit on va profiter pour vraiment faire participer au transport le fluvial, le ferroviaire. Et on va diminuer les camions. On veut un impact qui fasse diminuer les camions. Vous croyez que les transporteurs routiers vont se laisser faire, vous ? Quand on a vu ce qui s'est passé avec... quand ils ont voulu mettre les portiques. Alors, il va falloir des décisions. Oui, il faudra des décisions et des décisions qui se prennent et à un autre niveau que le grand port maritime, c'est certain. Mais il faut que l'État, il faut que la région, il faut que tout ça prenne des décisions et s'y tiennent. Il va falloir faire des investissements, faire des lois qui obligent. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ils prennent les transports routiers? Parce que ça coûte moins cher. Ils s'en foutent de la pollution.
hein. On dit aujourd'hui, et il y a plein d'entreprises là qui passent pas par le port de Dunkerque. Demain, si elles n'ont pas d'avantages financiers, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent. Ils vont pas transporter par le port de Dunkerque pour nos beaux yeux. Ils s'en foutent. Vous dites, pour les emplois, ce sera des emplois locaux parce que c'est des emplois qui font fonctionner le matériel après la construction. Allez voir dans la réparation navale si c'est des emplois locaux aujourd'hui. Hein. Et pourtant, ils ne sont pas dans la construction. Les entreprises qui sont installées, 70%, c'est des capitaux étrangers. Attendez, monsieur, là, que fait le MEDEF? On essaie de Voilà. se tenir à la question. Voilà, oui. Voilà. Mais pour le transport. Bien sûr, c'est les causes voilà. politiques profondes. Et voilà. Oui, oui. Donc, mais qui sont importantes. Bien parce sûr, que bien sûr. si on ne répond Mais pas à ça, voilà, on peut bien pas, sûr, on peut bien sûr, pas bien sûr. avancer. Un autre monsieur avait posé une question, puis ici, là, devant, là, parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, on ne me dit pas qui. Il ne suffit pas de faire un coup de menton pour me dire. Voilà, vous êtes gentil, mais voilà. Alors, qui a demandé la parole? Vous, monsieur. Alors, allez-y, je vous en prie. Et ensuite, on va clore sur cette partie, parce que je crois que les questions sont à peu près clairement sur la table. Je vous en prie, oui. Bonjour, Jérémy Bogard, gérant des transports Bogard à Lone Plage. Pour rejoindre un peu monsieur, ses commentaires, c'est est-ce que le port est prêt à écouter les transporteurs pour les aider sur les différentes solutions pour avoir moins de camions sur les routes et sans pénaliser l'emploi? Je veux dire, aujourd'hui, il y a des solutions, mais on a besoin des collectivités locales, des organisations, locales pour nous aider. Et en fait, à savoir aussi aujourd'hui, les camions sont moins polluants que les voitures. Faut le savoir, il y a eu des études de fait, donc par des organismes agréés. Bien, vous pensez à quelle aide, monsieur? À quel type d'aide de la part des collectivités locales? La question des carburants, on va l'aborder, sur la question de la pollution. Ouais, alors plus vers les chargeurs pour des ouvertures de sites que le terminal ouvre, avec des amplitudes beaucoup plus larges qu'aujourd'hui pour avoir des camions peut-être beaucoup plus tôt et plus tard sur les routes que pendant les pics, comme vers 10h, 11h, midi. Donc vraiment tôt le matin et tard le soir. D'accord. Alors, j'avais aussi une question, moi, sur la pollution des bateaux. Mais ça, on va y venir tout à l'heure. Ah, monsieur, on va y venir, monsieur Raison ou monsieur Lebris. Bon. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui représente ici, alors une question à 100 €, qui représente l'État et qui serait susceptible de donner quelques éclaircissements sur les sujets qui sont non, mais soyez pas, parce que voilà. Alors, monsieur Archimbaud, juste signaler que le Grand Port est un établissement public de l'État. Oui, là, autre que le Grand Port, alors, tout ce qui touche, non, enfin, je ne les vois pas. Voilà. Donc, d'une certaine façon, vous avez un élément de réponse à la question que vous avez posée, monsieur. Voilà. Monsieur Archimbaud, oui. juste par rapport à ça, vous avez-vous organisé, et nous y étions hier soir, oui, une réunion spécifique où vous avez mobilisé l'ensemble des services de l'État? Je pense que la boutade que vous venez de faire, oui, vous avez mobilisé les services de l'État hier soir sur la problématique de la route, oui, chez vous, rue David d'Angers. Il était présent la direction interdépartementale des routes, le Conseil général, le SGAR, l'ADREAL. Donc vous avez eu tous les services de l'État hier soir sur les problématiques, oui, routières. Donc oui, effectivement, peut-être que ce soir, monsieur. Oui, je sais bien, monsieur Archimbaud, mais il ne faut pas aussi faire des raccourcis aussi rapides. Donc, on notera votre réticence sur ce sujet. Dans le rapport de la Commission, j'avais l'engagement des services de l'État sur leur présence ce soir pour répondre aux questions des citoyens. Je constate qu'à la question « Y a-t-il un représentant de l'État ce soir ?», la réponse est non. J'en tirerai personnellement dans le rapport que j'aurai à rendre les conclusions qui doivent en être tirées. Je suis un organisme indépendant et je fais le travail selon les chartes et les normes de la Commission nationale du débat public. Et ce n'est pas faire de tort aux responsables de l'État qui en effet ont bien répondu aux questions et de façon très dynamique que de faire cette observation-là. Mais c'est peut-être plus facile de se réunir dans une réunion où il y a des spécialistes de la spécialité que de venir devant des citoyens. C'est plus compliqué. C'est un exercice difficile auquel on se prête. Ça, je le dis de façon tout à fait tranquille. Bon, merci de nous en rendre grâce alors. Voilà, mais absolument. Vous n'avez pas peur de ce contact et vos services non plus, et je vous en félicite et je vous en remercie.
C'est très important. Alors, y a-t-il, donc, vous avez des réponses, vous, à fournir maintenant sur le fond des questions qui ont été posées, saturation de l'autoroute, saturation des réseaux annexes. Comment voulez-vous qu'on les prenne, puisqu'il y a des questions qui sont très distinctes. Enfin, moi, j'ai la question de M. Boucherie et sur l'atelier du PA2D, qui est une question extrêmement intéressante. Enfin, on est en partenaire, on se connaît depuis des années et des années, on est partenaire dans une démarche exemplaire, parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans les autres ports, d'un plan d'aménagement et de développement durable, où nous avons monté des ateliers spécifiques, et le plan de déplacement en est un. C'est un nouvel atelier. On peut remercier Philippe Bertonèche, le président du conseil de développement, qui anime avec brio toutes ces thématiques, et avec les personnels du port. Il est évident que la thématique des déplacements étant arrêtée au port Est, il faudra bien entendu qu'on se penche sur le port Ouest pour l'intégrer. Ça va d'ailleurs dans les actions que nous menons avec la communauté urbaine au quotidien. Je pense que Bertrand Ringot pourra peut-être le signaler dans sa conclusion. Mais c'est évident qu'il ne peut pas y avoir deux parties de territoire sur les plans de déplacement entreprise. Demain, c'est le poumon du port, c'est le deuxième poumon. On n'avait qu'une partie du poumon, il était plutôt à l'est, maintenant on a un poumon qui va se construire à l'ouest. Et donc on fait en sorte qu'on traite tous les sujets et on n'a pas peur effectivement de venir au contact, on n'a pas peur de répondre aux questions et on est bien là pour répondre à toutes les questions. Voilà. Alors autre sujet, SRADET, PLU, communautaire, SCOT, etc. Le SRADET, peut-être je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un grand plan local d'urbanisme. C'est le plan d'occupation des sols que vous connaissez tous, qui se passe au niveau de la région. C'est juste pour faire simple, je fais un raccourci, c'est juste pour que vous compreniez le sujet. Il est en cours d'élaboration et le port a fait sa propre contribution sur le SRADET, avec d'ailleurs la Chambre de commerce et d'industrie, puisque nous avons été partenaires, et avec la communauté urbaine. Là encore, nous avons une vision que nous mettons à disposition de la région pour les documents de planification. Plan local d'urbanisme, ça fait des années et des années que nous travaillons avec la communauté urbaine sur le plan local d'urbanisme et le SCOT. Nous travaillons avec l'agence d'urbanisme et c'est du travail au quotidien pour faire en sorte que notre planification spatiale soit faite en commun. Donc ce qui est le cas aujourd'hui, ça existe depuis quasiment 10 ans de ce travail partenarial. Voilà, ça c'est des questions transversales et puis on va revenir à la route si vous voulez, parce qu'il y avait ces questions-là au départ. On revient maintenant à la route puisqu'on va passer aux questions de pollution. Donc, sur la saturation de la 15, sur la 16, pardon, sur les impacts sur le réseau routier secondaire, qu'est-ce qu'on dit sur la façon dont vous allez évacuer ce supplément de 800 poids lourds, nous dit dans chaque sens et par jour? Alors effectivement, malgré tous les efforts qui vont être réalisés pour maximiser les flux à travers les voies ferrées et le fluvial, il y aura effectivement un impact en termes de poids lourds supplémentaires sur le réseau. Alors sur quel réseau ? Parce qu'on parle beaucoup donc on a parlé de 800 poids lourds supplémentaires. Ces 800 poids lourds, c'est à l'horizon 2035, c'est lorsqu'on fonctionnera à pleine capacité sur le terminal. Et ces 800 poids lourds, donc, par jour et par sens, n'iront pas uniquement que sur les autoroutes. Il y en aura une bonne partie qui seront dédiées à la desserte des entreprises locales, les entreprises de l'agglomération dunkerquoise, les entreprises qui sont positionnées sur le port. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la filière logistique pour desservir les entreprises qui sont déjà en place, les entreprises industrielles, mais également celles qui vont apparaître sur le domaine portuaire. Ensuite, bien évidemment, il y a une part de ces poids lourds qui iront nécessairement sur l'autoroute A16. C'est ce qui a été évoqué hier lors de cet atelier que vous avez conduit et que vous avez piloté. Et au cours de cet atelier, ce qu'a indiqué l'État, c'est que, bien évidemment, il y avait une situation actuelle qu'il fallait prendre en compte, qui était réelle. Les usagers de l'A16 ont des sentiments d'insécurité, ont des sentiments de saturation de la voirie routière. Ce qui a été indiqué par la direction interdépartementale des routes, c'est que ces sentiments devaient être mis au devant de faits, de chiffres. Et ces chiffres, ils permettent de dire que cet axe, il n'est pas saturé, il est congestionné. C'est-à-dire qu'en fait, il peut encore accepter des volumes de trafic supplémentaires
Parce que le... S'il vous plaît, si on peut éviter les manifestations de satisfaction, des approbations, ça fait partie de la règle du jeu. Donc voilà. Bon. Je vous en prie, monsieur Brice. Et bien évidemment, cette situation est ressentie par les usagers, et principalement au niveau des échangeurs. Donc c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, hier soir, par la direction interdépartementale des routes. Ça, c'est en termes de fluidité du trafic. Après, il y a un constat qui a été fait en termes de sécurité routière. C'est qu'il y avait effectivement un certain nombre d'accidents, mais que ces accidents ne pouvaient pas être quantifiés de manière certaine, car il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour statuer sur l'accidentalité de la 16. S'il vous plaît, dont acte. Voilà. C'est votre question, c'est la réponse. En tout cas, d'accord. En tout cas, l'élément important qu'avait signalé la direction interdépartementale des routes, c'est que le trafic PL était réparti sur toute la journée. Et ça, c'était un constat très important. C'est-à-dire qu'il y avait une déconnexion entre les pics de trafic en heure de pointe, ce qui peut apporter un sentiment de congestion en heure de pointe. Par contre, le trafic PL, quant à lui, est, ce qu'on a pu voir hier, complètement ou quasiment linéaire sur l'ensemble de la journée, parce que les transporteurs routiers profitaient des heures qui ne sont pas des heures de pointe pour écouler le maximum de trafic. Alors ce qui est la difficulté de l'exercice, et je le redis, c'est la difficulté de l'exercice indépendamment du projet du port. Ce qui a été dit en effet par les services de l'État, dont je redéplore que ce soit moi qui soit obligé de dire ce qui était leur position, mais c'est la suivante, c'est de dire il y a en gros 25% de poids lourds qui passent là, ce qui est un chiffre conforme à peu près à la proportion pour tous les ports. Et on fait un port, il y a des poids lourds dans une proportion qui est très importante. Premier élément d'argument. Deuxième élément d'argument, il y a une particularité évidemment, c'est le transmanche. C'est-à-dire qu'une partie de ce trafic transmanche capte de façon importante les flux de poids lourds. Et bon, on verra ce qu'il en est du Brexit. Il y a des facteurs qui vont dans le sens de dire que ça va réduire le nombre et d'autres qui vont dans le sens que ça va contrôler davantage. Et donc on ne sait pas se projeter à très long terme. Ce qui est dit également, c'est qu'une partie du problème vient de la situation dans laquelle il y a un trafic interne à l'agglomération, un trafic d'automobilistes, pour dire les choses, qui sont liés à l'étalement urbain, qui sont liés à des phénomènes que connaissent toutes les grandes métropoles, d'éloignement de plus en plus grand pour des tas de raisons, des populations de leur lieu de travail ou des lieux de travail des populations. Donc la question qui a été posée, c'est comment on peut faire, évidemment la question qui est posée au port, c'est comment il peut faire pour limiter le nombre de poids lourds qu'il va mettre là sur la route. Bon, donc il a des éléments de réponse. Et d'autres questions qui sont posées, c'est comment on peut faire pour réguler le trafic de telle façon que des gens qui aujourd'hui, pour aller au boulot ou pour en revenir, prennent la voiture, empruntent les transports en commun. Donc les pistes qui ont été évoquées, c'est à la fois de la régulation du trafic via les questions de réduction de vitesse, parce qu'on constate effectivement que la réduction de vitesse permet une fluidité du trafic. Il y a une réponse qui a été faite en termes de feux rouges, il y a une réponse qui a été faite en termes de courbes de dégagement aux échangeurs, parce que celles-ci paraissent raides. Il y a je ne dis pas que ce sont mes réponses, je vais recevoir des tomates qui ne me sont pas dites, je dis simplement ce qui a été dit. Voilà. Et il y a par ailleurs des éléments qui sont indiqués concernant les transports collectifs, concernant le covoiturage, concernant l'autopartage, et des réponses ont été indiquées. Je refais de la pub pour le cahier d'acteur du maire de Gravelines. Je m'en excuse, je ne suis pas payé par le maire de Gravelines, mais enfin, en gros, il dit que, par exemple, s'il y avait, ouais, pas encore, mais voilà, mais s'il y avait plus de trains qui allaient de Gravelines à Dunkerque, c'est peut-être qu'il y a des gens qui emprunteraient ce train et qui ne seraient pas obligés d'emprunter la voiture. S'il y avait donc il va y avoir, il y a tout le projet des cabus, le bus à haut niveau de service, et dont la fonction est aussi, alors il ne répondra pas à toutes les questions, peut-être qu'il répondra du cabotage, et ça. Donc il y a quand même une volonté, et la région qui est responsable d'une partie de ça s'est engagée à l'issue du débat public, vous voyez que ça sert à quelque chose, de mettre en place un dispositif par lequel toutes les parties prenantes, et en effet pas seulement le grand port maritime, mais l'État, la région, le département, c'est pour ça que je suis Marie qu'il ne soit pas là, mais donc il y a quelque chose qui ressort de ça, c'est le fait qu'on va pouvoir commencer à s'attaquer à un problème qui, de toute façon,
est un problème qui se posera, certes, interrogé par le projet du Grand Port, mais de toute façon, comme d'autres agglomérations, celle-ci est saturée, il faut qu'on y réfléchisse. Et il y a par ailleurs une question qui est venue sur le tapis, qui est celle que vous avez dite, qui est celle qu'on ne peut plus continuer, cette situation dans laquelle, pour des raisons diverses et variées, les gens sont amenés à habiter de plus en plus loin, à emprunter leur transport, à venir. Donc, puisqu'on raisonne sur 15 et 20 ans, il y a des politiques à mettre en œuvre pour que les gens soient de moins en moins éloignés, qui sont des politiques locatives, de construction de logements, de déplacement, etc. Et les deux schémas dont il est question, et dont vous dites peut-être à juste titre qu'il tient insuffisamment compte du projet, ont cette fonction-là. Donc le sujet sur ce... C'est moi qui tiens la parole. Ce sujet, comme sur les autres, c'est une question de partenariat. Ça ne peut pas être la balle est dans le camp du port de Dunkerque, mais pas seulement. La balle est dans le camp de l'ensemble des gens qui s'occupent de ces questions, et d'ailleurs y compris dans le camp des citoyens qui doivent s'interroger sur ces sujets. Et ça sera non pas ma conclusion, mais ma contribution à la discussion telle qu'elle a été indiquée jusqu'à présent. Et je suggère qu'on mette une deuxième diapo sur un sujet extrêmement préoccupant, qui est d'ailleurs lié au premier, et qui touche à la qualité de l'air. Il y a un certain nombre de gens au débat mobile à Dunkerque. Oui. On finit de répondre sur la question des... Alors attendez, on va y revenir parce que c'est un peu le même sujet, impact qualité de l'air. Donc comment on peut faire pour améliorer le flux des conteneurs en plus? Vous voyez que c'est tout à fait lié au trafic routier. En fait, c'est trois problèmes qui sont extrêmement liés. Après, particules fines, déplacement, le seuil d'information, c'est dans le dossier du maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage n'a pas attendu pour être conscient de ces sujets que les gens lui fassent observer. Et puis j'ai également une diapositive sur un troisième sujet qui concerne le bruit. On voit bien que ces choses sont liées quand même, auquel monsieur, c'est pour avancer, gagner du temps. Impact sur le bruit. Donc on dit, c'est les gens à Lone Plage, au débat mobile, qu'on dit, on entend les bruits, ça tape sur les tuyaux, on entend décharger les bateaux. Est-ce que, voilà, on entend du bruit, bon, faites quelque chose. Bon, donc voilà, sur ces trois questions, on fait un paquet cadeau pour faire avancer le sujet. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur ces trois sujets? Oui, je vous en prie, monsieur. Et puis on fera une réponse globale, c'est lié au trafic routier. Oui, pas seulement, parce que la pollution n'est pas liée seulement au trafic routier. Bien sûr, je vous en prie. Oui, bonsoir, Nicolas Fournier. Donc, je représente ici les associations de défense de l'environnement, Adelpha, les Amis de la Terre, Attaque Flandre également. Donc, pour moi, ce projet, en préambule, je voudrais dire que c'est un projet qui aurait pu être intéressant, mais au XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. J'ai encore en tête les propos du président de la République sur la question de l'enjeu climatique, qui disait qu'il ne savait pas si on allait réussir à juguler la hausse de la température planétaire. Aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si au milieu du XXIe siècle, on atteindra les 2,5 millions de conteneurs à Dunkerque. La question, c'est de savoir si on va rester en dessous des 2,5 degrés de température sur la planète. Ça, c'est une considération générale. C'est une considération générale. Le modèle de développement, elle est venue très souvent. Mais voilà, les émissions de gaz à effet de serre font pour moi aussi partie de la qualité de l'air et de notre atmosphère, parce que si demain la Terre n'est plus vivable, c'est pas seulement la question de savoir si nos enfants pourront continuer à vivre à Dunkerque. Maintenant, évidemment, ce qu'on voit poindre dans ce projet, c'est une recrudescence de trafic routier. Et on sait, je suis également administrateur d'ATMO, le réseau de mesure de la pollution atmosphérique en région. Et je sais que l'origine des pollutions qui vient des transports est quand même dans la région très forte. Et donc, si on a une recrudescence de trafic routier, ça ne va pas améliorer la situation qui est déjà très, très défavorable ici sur le Dunkerquois. On a des chiffres de santé publique qui ne sont pas très, très bons. Il n'y a qu'à lire le cahier d'acteurs du groupe Environnement Santé pour s'en rendre compte. Donc, on a mis en place à l'échelle de la région un PPA, un plan de protection de l'atmosphère, mis en place par les pouvoirs publics. Et force est de constater qu'ici, à Dunkerque, le port a pour objectif d'accroître le trafic routier. Ce qu'il faut, ce n'est pas étendre nos capacités portuaires, nos quais, c'est plutôt créer surtout des axes structurants, des axes de ferroutage. Il nous faudrait aujourd'hui une autoroute ferroviaire qui longe quasiment la 16, qui est un axe européen, qui amène donc des marchandises de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, l'Espagne, et qui passe par chez nous. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un axe de ferroutage important, une autoroute ferroviaire, plus que d'étendre les quais, de faire venir des conteneurs de l'autre bout du monde qu'on aura du mal à évacuer dans l'Interland. On nous dit la voie fluviale, elle est calibrée pour, le réseau
Ferroviaire également, moi je pense pas. J'ai assisté hier à l'atelier sur les transports et j'en suis sorti pas tellement convaincu. Je pense pas que nos routes auront la capacité à absorber tout ça. Donc on va se retrouver ici avec une recrudescence de nuisances autour du port pour les populations de Lonne-Plage, de Gravelines, avec des émissions donc importantes de poussière, de particules fines, avec du bruit, puisqu'on nous dit aussi que les transports vont avoir lieu la nuit, donc une recrudescence aussi de bruit et de nuisances nocturnes. Donc voilà, je voudrais qu'on pense aussi aux populations locales. Parfait, merci monsieur. Donc qui veut encore intervenir sur ce sujet? Pollution, bruit. Oui monsieur. Oui, bonjour. Juste par rapport donc à un citoyen de la communauté urbaine de Dunkerque, vous expliquez qu'il va y avoir des nouvelles entreprises qui vont s'installer. Elles vont être au proche de l'autoroute, au proche de terres agricoles. Avez-vous mis en place des procédures pour qu'il y ait des cahiers de charges, des cahiers techniques qui obligent ces entreprises à avoir un respect paysager et du moins que pour les citoyens, ces entrepôts ne soient pas juste des murs, mais qu'ils permettent au moins de s'intégrer proprement dans le paysage. Alors on va y venir, cette question du paysage, vous l'avez posée, donc je la retiens tout à l'heure. Qui veut intervenir sur ces bruits, pollution? Je vous en prie, monsieur. Ah oui, excusez-moi, j'arrive. Oui, bonjour, monsieur Flamand, membre du collectif Poussière à Gravelines. On va parler du sujet poussière. Hein, et membre et membre de la DELFA. Je voudrais revenir aussi un peu sur tout ce qui est problématique au niveau du QPO à Gravelines. Est-ce qu'il y aura une extension de prévue avec l'agrandissement du port? Est-ce qu'il y a une étude de prévue médicalement pour les gens de Gravelines, Lonne-Plage, tous ces alentours, due à cette poussière, les PM10 qui sont très dangereuses en plus? Alors je voudrais savoir avec tout ça. Très bien. Alors, donc, je retiens également, j'ai prévu un point. Évidemment, c'est très important. Ça, on a eu ça partout, des interrogations. Bruit, pollution de l'air. Il y a un monsieur qui me dit, parce que j'ai sans doute été un peu maladroit, il me dit GPMD vient dire qu'il y aura 800 poids lourds par sens en 2035, alors que d'autres documents GPMD annoncent 1400 poids lourds en plus par sens. C'est pas sérieux de jouer avec les chiffres, et puis s'en suit un considérant que je considère comme un peu discourtois, donc je ne lirai pas. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? C'est 800, c'est 1100, c'est 1400? Quel est le chiffre? Parce que évidemment, ça dépend si on compte ce qui est généré par l'actuelle extension ou pas. Enfin bon, je commence à connaître les réponses moi aussi. Voilà, la différence, c'est ça en fait. C'est que le trafic global, si on fait Cap 2020, à terme, en 2035, ce sera 1400 véhicules par jour et par sens en plus. Si on ne fait pas Cap 2020, les terminaux qui sont actuellement en cours de construction nous permettront d'atteindre un seuil de 600 véhicules par jour et par sens. Donc quand vous faites la différence, ça fait effectivement 800. Bien. Comment on répond à la question des préoccupations sanitaires? Et encore, c'est le port, c'est pas que le port, évidemment, c'est toujours la même chose. Mais comment, à l'occasion du projet, on pose cette question de la protection sanitaire des populations sur ce sujet-là? On verra sur la question des poussières singulièrement, hein, qui est un des sujets de santé. Mais alors, oui. Alors, je remercie Nicolas Fournier de sa question, qui est effectivement une question capitale. Dans le One Summit, je ne sais plus comment ils ont dit, là, le Planète, hein, excusez-moi. Donc, dans la dernière conférence sur le climat, il y a une mesure qui nous est vraiment apparue comme fondamentale. C'est celle d'un accord d'une trentaine de pays autour de l'Organisation maritime internationale pour faire en sorte que les ambitions en matière de dépollution sur les navires soient accélérées. Donc le sujet, il est fondamental pour nous. Vous savez, et je l'ai dit dans chacune des réunions, à Dunkerque, à Grande-Synthe, à Lonne-Plage, et je le redis ce soir, que le port de Dunkerque a toujours voulu être, en tout cas l'établissement public, en pointe sur les questions environnementales. Nous développons aujourd'hui, avec Dunkerque LNG, une station de soutirage de gaz naturel liquéfié qui sera en construction à partir de l'année prochaine, livrée en septembre 2018, pour pouvoir faire en sorte que les camions, les nouveaux camions dont on parle, puissent être alimentés par du gaz naturel liquéfié. Ce qui fait que, mais M. Bogart l'a dit tout à l'heure très très bien, il a dit aujourd'hui, n'oubliez pas que les Euro 6, c'est quand même des camions qui sont extrêmement peu polluants.
On va vers une nouvelle génération. Puis je laisserai François Soulet compléter sur les trains de camions, sur les camions électriques, etc. Donc, engagement extrêmement fort d'un certain nombre de pays, dont la France, de faire en sorte qu'on puisse aller vers des carburants de plus en plus propres et qu'effectivement, les rejets soient de plus en plus limités. Donc nous, on est dans cette logique. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans la présentation, on est dans une logique de diminution des impacts, branchement à quai de navire, alimentation des navires au gaz naturel liquéfié, alimentation des camions au gaz naturel liquéfié, et tout un plan d'accompagnement de ce que l'on appelle, dans un jargon technocratique, excusez-moi du terme, la décarbonation du système de transport. Et la décarbonation, elle va passer d'abord par l'excellence du plan de transport multimodal que nous mettrons en route. La difficulté aujourd'hui, c'est que quand vous n'avez pas de conteneurs, vous ne faites pas de massification. Si vous avez très peu de conteneurs, vous n'allez pas les mettre sur les trains, vous n'allez pas les mettre sur des barges, parce que de toute façon, les clients sont livrés en direct pour le peu de volume que vous avez. Dès lors que vous arrivez à de la massification, à ce moment-là, vous êtes forcé, en tant qu'établissement portuaire, de mettre en place des navettes ferroviaires, des navettes fluviales. Juste là aussi un chiffre. Il y a 3 ans, on faisait 3000 conteneurs par la voie fluviale. On va en faire cette année plus de 20 000 par la voie fluviale. Donc vous voyez que le port fait des efforts importants en matière de report modal. On ne traitera pas tout effectivement par des moyens multimodaux, mais en tout cas on se donne cette excellence. On est, je le rappelle, le premier port multimodal français. Donc ça c'est un point très important. Autre élément, on ne parle pas du paysage, Président ? Pas encore, d'accord. J'ai une question après sur la pollution par les bateaux eux-mêmes. Alors, la pollution par les bateaux. Je peux lire ma question. Là, la question de M. Pascal Delay, il dit la moyenne de vie dans notre région est de 6 années liée à la qualité de l'air, donc il y a une différence d'espérance de vie. Un bateau équivaut à 50 millions de véhicules et il y en aura 600 000 qui naviguent. Vous rassurez-nous par rapport aux bateaux accueillis, sachant que ces bateaux ne sont pas gérés par le port, sont que des prestataires, comment vous garantir qu'il n'y aura pas d'impact sur l'air? C'est en gros que les bateaux à quai, mais les bateaux en général ont des motorisations qui sont considérées par ce citoyen comme polluantes. Donc comment le premier élément, la révolution environnementale, c'est pas faite en un jour. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, ça s'est fait de façon progressive. Premier élément, c'est qu'il y a une réglementation qui s'applique en Europe du Nord, qui part depuis la pointe du Cotentin et qui s'en va jusqu'en Baltique, qui dit que les navires qui fonctionnent et qui passent dans cette zone-là, qu'on appelle la zone SECA, S-E-C-A, dans cette zone-là, les navires ne peuvent plus utiliser du fioul lourd. Ils utilisent des carburants propres, ou alors s'ils utilisent du fioul lourd, ils doivent avoir ce qu'on appelle des scrubbers, c'est-à-dire des laveurs de fumée qui enlèvent la pollution du navire. Donc ça, c'est déjà le cas depuis 2015 dans la zone en face de Dunkerque. Donc ces bateaux-là, ils sont beaucoup moins émissifs, beaucoup moins polluants que ceux que vous voyez dans le monde entier. Mais ce n'est pas suffisant, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est bien pour cette raison que nous avons été, depuis 2012, les précurseurs au niveau français de l'usage du gaz naturel liquéfié marin pour les navires, parce que nous savons que les navires vont devoir faire des efforts substantiels. Ça, c'est le premier élément. Station de soutirage, station d'avitaillement, demain avitailleur, et donc le port de Dunkerque, pilote national et international sur autre chose, puisque nous serons le premier terminal en Europe du Nord à avoir des branchements à quai de navire et de pouvoir brancher les navires quand ils sont en escale sur le terminal à conteneurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, c'est une somme d'actions. Je comprends vos inquiétudes, je comprends les questions. On a été à l'écoute pendant toute cette phase. Ce débat est extrêmement important pour nous parce qu'il nous a fait remonter beaucoup de choses. Puis on conclura, vous verrez tout à l'heure, sur quelque chose de très très important par rapport à l'accès au port et l'accès des citoyens au port, parce que c'est ça aussi. Il faut que les habitants ne perdent pas le lien avec le port. Donc le port fait énormément d'efforts. Tout à l'heure, on a parlé des clôtures, des accès. Il y a un monsieur qui s'est exprimé très clairement là-dessus. Vous verrez qu'on peut aussi faire des choses extrêmement moteurs, extrêmement intéressantes au niveau français. Et le sujet de la pollution navire, mais comme le sujet de la pollution des camions, est un sujet que l'on va traiter comme tous les autres. Ça prend du temps, il y a des études à réaliser, il y a des investissements à faire, et bien entendu, le port est en train de les faire.
Sachant qu'il n'est pas le seul concerné, que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, c'est de l'alliance, du partenariat, des choses qui vont se construire. Soit vous avez indiqué vous-même que vous étiez à la tête d'un projet de territoire, il faut que le territoire se mobilise à l'évidence pour aller dans le sens de ce... Moi, je suis à la tête d'un projet, les élus sont à la tête d'un projet de territoire. Moi, voilà. Et puis les élus, mais pas seulement les citoyens aussi, dont les comportements de consommation doivent être logiquement interpellés. Un monsieur nous demande s'il est prévu de construire un mur anti-bruit le long de la nationale 316. Il estime que ce mur anti-bruit est absolument indispensable. Alors, il y avait une question tout à l'heure qui est un peu la même question, qui était j'entends qu'on tape sur des pieux pour faire le quai. Bah oui, c'est vrai, en ce moment, mais c'était dans le dossier d'étude d'impact qui est passé en enquête publique. Effectivement, pendant une toute petite année, il va y avoir quelques nuisances de construction liées aux modalités de réalisation du quai actuel. Donc effectivement, on a des pieux qui font 40 mètres de long, et ces pieux, en fait, on les enfonce dans le sol, et pour les battre dans le sol, bah, effectivement, il y a un marteau-pilon qui tape dessus, et ça les enfonce jusqu'à la profondeur voulue. Donc effectivement, ça génère une nuisance qui est temporaire. On peut construire les quais de façon complètement inverse. On peut aussi faire des quais en béton qui, là, ne vont pas générer une nuisance. Ça fait aussi partie des dispositions constructives qu'on pourra adopter demain pour faire en sorte que le mur de quai qui se prolonge, il soit réalisé dans une technique un peu différente. D'ailleurs, beaucoup plus simple quand on est à terre que quand on est en mer, puisque là, aujourd'hui, on est en mer. Ça, c'est le premier point. Donc, on est vraiment sur là aussi, l'accompagnement des riverains. Sur la partie mur anti-bruit, protection acoustique. Aujourd'hui, on est en phase de débat public. Donc le débat public, c'est on discute de l'opportunité avec tout le territoire, tous les citoyens. Il y a des décisions qui vont être prises. On va rentrer dans une deuxième phase, si la décision de poursuivre est prise par rapport à ce projet. Et donc, on va affiner les études, faire en sorte que on peut connaître mieux l'impact sur, effectivement, les effets acoustiques liés à la route. Et bien évidemment, si les études que nous menons et les conclusions auxquelles nous arrivons nous disent il faut réaliser des protections acoustiques pour protéger le centre-ville de Lonne-Plage, nous réaliserons la protection acoustique ad hoc. C'est évident puisque de toute façon, si nous ne faisons pas ça, nous ne disposerons jamais des autorisations pour réaliser le projet. Donc c'est un peu naturel, si vous voulez. Là, on est à des phases d'études qui ne sont pas encore complètement détaillées. Nous allons poursuivre ces études. Il y a des études détaillées sur le bruit routier. Et puis nous ferons ce que nous avons toujours fait avec la communauté urbaine. La communauté urbaine, à Lonne-Plage, elle a une ceinture verte qu'elle doit planter autour des nouveaux hectares qui doivent s'urbaniser dans le centre-ville de Lonne-Plage. Et cette ceinture verte, je vois M. Henbert qui sourit parce qu'il a la même problématique à Crewick, et ben de la même façon, cette ceinture verte, elle sera accompagnée tant que de besoin, par les protections ad hoc. Et c'est pas très compliqué de faire une protection acoustique quand on a des matériaux qu'on sort de terre parce qu'on a creusé un quai. Voilà, d'ailleurs, il y a une dame qui pose la question suivante. Est-ce que vous avez intégré dans le coût du projet l'ensemble des dépenses que vous êtes en train d'annoncer ? Oui, si. Enfin, comment, vous savez, on a eu un trait. Je ne vais pas raconter notre vie à M. Archimbaud et à moi, mais ça fait quand même un an qu'on se pratique. Hein, et donc, on a eu. Une certaine franchise. Donc, une certaine virilité. Non, mais on dit au rugby. On a beaucoup travaillé sur le dossier de maîtrise d'ouvrage. Oui. Hein, ce dossier qui fait 180 pages. Vous voyez ce dossier que vous avez là. Et on était très clair dès le départ. Là aussi, on s'est affiché avec une totale transparence. Ce que l'on a inscrit dans le projet, il n'y a pas de coût caché. Hein, on n'est pas là pour dire ah oui, mais on a oublié de vous dire sur les voies ferrées, il va falloir faire ci. Ah bah là, on a oublié de vous dire, il va falloir faire ça. On est sur un aménagement qui a été estimé dans sa totalité. Et réaliser une butte acoustique avec des matériaux de déblai le long de la RN 316, c'est franchement pas un chantier qui coûte cher et qui, est difficile à réaliser, d'autant plus qu'on dispose du foncier pour le faire. Pourquoi ne le ferait-on pas ? Ça serait complètement absurde. Parfait. On va continuer un peu à explorer les questions, les unes après les autres, hein, et sans en mettre aucune sous le tapis. Et donc la diapo suivante, elle y est ? Voilà. Lumière, la lumière artificielle peut avoir des impacts négatifs sur notre santé, sur la nuit, elle peut perturber notre horloge biologique, la dormance, alors j'ai ce terme. Attendez monsieur, je vous en prie, je vais vous donner la parole. Alors allez-y. Oui, allez-y monsieur. Micro. Oui.
1, 2, oui. Oui. Donc je disais par rapport à ce bruit, le boum boum qu'on entend sur l'on plage. Donc là actuellement, je suppose que, enfin, vous ne comptez pas et vous ne pouvez pas rien faire. Seulement, je vais vous dire, vous nous dites pendant 1 an. Là actuellement, on est en hiver. On est, comment dire ça ? On ne va pas du tout, on ne va pas beaucoup sur l'extérieur. Je m'imagine très mal cet été faire mon barbecue dans mon jardin ou alors faire ma sieste avec ce bruit-là. Et je trouve qu'une réponse à apporter pour limiter autre, surtout que là, c'est en plus une extension du quai. Il va y avoir les 2 phases supplémentaires. Donc 1 an pour l'extension du quai. Combien de temps en plus pour la construction des 2 phases ? Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Très bien, on a tout à fait compris. Maintenant, quoi. Maintenant, est-ce que vous avez une réponse à ça ou pas ? Enfin, est-ce que oui ? Alors oui, on a une réponse. En fait, ce qui a été indiqué tout à l'heure par Monsieur Raison, c'est la durée totale du chantier, qui est de l'ordre d'1 an. Par contre, la phase qui fait actuellement un peu de bruit, elle est en cours depuis plusieurs semaines maintenant, ça vous le savez également, et elle est prévue d'être terminée au début du mois de février. Donc il y a encore quelques semaines pendant lesquelles vous allez avoir ce bruit. Puis ensuite, ce sera d'autres phases qui n'auront pas d'impact sonore de ce niveau. Bien, on passe au point suivant. Puis on va résumer après, parce qu'il y a quand même des points communs à tous ces... Attendez, monsieur. À toutes ces questions. Sur la lumière, donc, pollution lumineuse. Ensuite, poussière, si vous voulez bien. Impact poussière. Nous y voilà. C'est un sujet qui... Bon. Donc, combien est-ce qu'elle multiplié ? Pollution, voilà. Donc les choses sont été dites. Vous voyez, on n'a pas censuré. Les choses sont dites avec une certaine clarté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces 2 sujets, lumière, et surtout ce sujet poussière ? Attendez, non, vous avez déjà posé la question de la poussière tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être la reposer, monsieur ? Voilà, excusez-moi. Donc, est-ce que le QPO, le Capolure Ouest, va être augmenté dans sa capacité ? Est-ce qu'on va y décharger plus de choses ? Et par conséquent, est-ce que le volume de poussière va augmenter ? Et donc, l'affaire des PM10. Oui. Aujourd'hui, je vous présente un projet conteneur. Hein. Je ne vous présente pas la vie du QPO et la capacité du QPO. Donc, non, mais attendez, le débat, il faut qu'on replace le débat. C'est des questions qu'on a évoquées largement avec la CPDP pendant des mois et des mois. Nous présentons aujourd'hui un projet de développement sur le conteneur. Hein, sur le conteneur. Donc, la réponse au sujet des poussières, poussières émises par les navires, poussières émises par les engins sur un terminal à conteneur, je pense que je les ai quand même largement développées. On est sur quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas générateur de poussière. C'est un terminal à conteneur comme c'est le même que celui que vous avez aujourd'hui à Lone Plage. Le même. Donc ce terminal ne génère pas de poussière. Il est allumé, c'est normal pour la sécurité des travailleurs. C'est un terminal qui, plus son amplitude d'ouverture va être importante, va être illuminé, c'est clair. Aujourd'hui, le terminal est surtout à Lone Plage, à 2 km des premières zones urbanisées de Gravelines. Donc effectivement, ça se voit de loin, ça se voit de l'autoroute, ça se voit depuis la RD11, ça se voit depuis le site des Huttes. Mais vous avez, et je l'ai dit tout à l'heure, pour la problématique qui est spécifique à Lone Plage, parce que le terminal sera beaucoup plus proche de Lone Plage qu'il ne le sera de Gravelines, vous avez des dispositions qui sont d'ores et déjà inscrites dans le plan local d'urbanisme de la commune de Lone Plage, dans le cadre de la convention que nous avons entre la communauté urbaine et le port de Dunkerque, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 25 ans que nous avons des conventions entre l'ACUD et le port pour les plantations sur le port. Donc des ceintures urbaines, des plantations, nous en menons une multitude depuis des années. Il y en a des très très belles qui sont dans la zone de Mardic. On continue ça. Et l'objectif, c'est effectivement que cette ceinture verte qui a été promise à la commune de Lone Plage puisse se réaliser pour que les habitants de Lone Plage, qui sont les plus exposés à la partie lumière, puissent effectivement avoir un impact limité par rapport à la lumière. Très bien. Mais en gros, ce qu'il dit le monsieur, si je comprends bien, c'est qu'il profite du fait que vous êtes là
et que c'est le débat public, pour vous demander si par ailleurs, et en dehors du projet conteneur, il y a des éléments qui sont dans la stratégie du port et qui amènent à une extension des capacités du QPO. Je vais pas, là aussi, je l'ai dit au président Archimbaud, je ne suis pas dans l'évitement. Oui. Hein, on répond aux questions. D'ailleurs, vous l'avez dit et vous nous avez remercié tout à l'heure, et je vous en remercie. Nous ne sommes pas dans l'évitement. Le QPO, depuis quelques années, là, et c'est très récent, vous savez que nous menons des opérations de réalisation de buts pour pouvoir ceinturer le QPO d'une série de buts pour pouvoir protéger le QPO contre les envols de poussière. Par ailleurs, l'opérateur Seabulk réalise depuis des années des opérations d'arrosage, de laquage de quais, de diminution de hauteur. C'est une installation classée, elle est contrôlée par l'inspection des installations classées, et nous faisons le maximum là aussi. Mais ce n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est le conteneur. Hein. Bien, alors on poursuit sur ces sujets poussière-lumière. On continue les slides suivants, si vous voulez bien. Donc on a un slide sur sécurité. Est-ce qu'il y a un impact sur... là encore, ils ne mâchent pas trop leurs mots, les gens. Hein, c'est pas la côte d'Opale, c'est la côte Céveso. Voilà, impact environnemental. Est-ce qu'il y a un rapport entre le projet ou pas? Bon, voilà. Alors là aussi, c'est une réponse que vous allez trouver dans le dossier, hein, qu'on a bien détaillé. Aujourd'hui, la politique que nous menons en matière de site Céveso, c'est que les cercles de danger des entreprises Céveso ne sortent pas des périmètres qui sont loués par les entreprises. C'est-à-dire que les effets en fait, des entreprises, s'il y avait un accident, ce qu'on ne souhaite absolument pas, les effets doivent rester dans les périmètres. C'est le cas pour BASF. BASF, le périmètre de danger est à l'intérieur de l'installation. C'est le cas pour Aluminium Dunkerque, pour les communes, pour Gravelines, hein, les deux installations. Les périmètres de danger sont dans les terrains qui sont loués par les entreprises. Pardon ? Non, mais monsieur, on ne fait pas de tac au tac. Par contre, j'ai une question qui m'est posée ici sur le transport de matières dangereuses. Est-ce que pour le coup, les conteneurs contiennent des matières dangereuses? Est-ce qu'il y a une augmentation du tonnage des matières dangereuses transportées? Parce que là l'effet est plus... Alors, bien sûr, dans les conteneurs, il peut y avoir des matières dangereuses hein, qui sont classées en fonction de leur dangerosité, de la typologie des produits. Généralement, le pourcentage de matières dangereuses dans les conteneurs, c'est entre 7 et 12% en fonction des ports dans lesquels on est, des conteneurs. Voilà, ça c'est une grandeur, si vous voulez, sur l'ensemble des ports à conteneurs. Donc effectivement, on peut en transporter, on peut en mettre sur la route, on peut en mettre sur le rail, on peut en mettre sur les barges, ou on peut en transborder à destination d'autres ports. Est-ce qu'il y a, à part l'application de la réglementation, un dispositif de veille ou de veille particulier sur cette question de sécurité, ou est-ce que finalement l'application de la réglementation actuelle suffit, ou est-ce que vous envisagez quelque chose de plus ou pas, pour rassurer les gens? Alors sur plusieurs choses sur les transports de matières dangereuses. D'une part, nous avons, enfin les collectivités et nous et l'État avons des plans justement sur le transport des matières dangereuses. Donc nous avons sur chaque navire ce qu'on appelle des manifestes des navires. Nous savons quelles sont les quantités qui sont débarquées de produits, quelles sont leurs typologies, où est-ce qu'elles vont aller. Donc effectivement, nous avons une bonne connaissance de ce qui peut transiter. Parfait. J'ai omis de poser une question posée par un citoyen d'ici sur les préoccupations sanitaires sur l'air. Est-ce que la personne qui a posé la question, qui s'appelle Monsieur Patrick Chardin, je pense, ou Garden, c'est vous? Ben voilà, excusez-moi, j'avais pas vu que c'était vous. Ah, je suis désolé. Carton jaune. Allez-y. Allez, pour moi, carton jaune. Pour moi. Mais de toute façon, bientôt, voilà. Donc, préoccupations sanitaires air. On vient un petit peu en arrière, mais j'ai raté le coche, autant pour moi. Ça marche bien, son système de SMS, finalement. Je n'étais pas sûr que ça fonctionnait. Merci de me repasser la parole. Je serai très très bref. Nicolas Fournier, relayé par plusieurs citoyens présents dans la salle, donc, a soulevé une question importante. C'est la pollution atmosphérique et son impact sur la santé. Donc, je rappelle que je représente le MEDEF et nous sommes partenaires avec la DELFA, mais également avec le Grand Port Maritime. Nous sommes partenaires au sein du secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, S3PI. Il y a quelques années, nous avons mené ensemble une étude d'impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans le Dunkerquois. Nous proposons,
de reprendre cette étude et de l'actualiser. Et nous proposons d'en discuter à l'intérieur du SROPI. Parfait. J'ai une autre question qui est posée que je n'avais pas. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous voyez qu'on avance, ça ne va plus que ça sert à quelque chose. C'est intéressant. J'ai une question qui est posée, excusez-moi, sur l'éventualité d'un accident nucléaire. Ce sujet ne doit pas être tabou. À Gravelines, évidemment, on a cette préoccupation-là. Est-ce que c'est un rapport avec le sujet? Pas de rapport? C'est une inquiétude? Est-ce que, voilà. On n'est pas loin de la centrale. Voilà, on n'est pas loin de la centrale. On n'est pas loin de la centrale, mais bon, tu sais, le port à containers va pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas un impact particulier sur la centrale, quoi. Il faut être clair. Oui, mais c'est le problème d'évacuation de la centrale. Je pense que c'est ça la question qui était posée. Parce que quelqu'un a posé sur le site la question de si on évacue la zone, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'ensemble des activités? Il y a quand même un point positif dans tout ça. Alors, bien sûr, personne n'espère qu'il y aura ce type d'incident ou d'accident sur le territoire. On a essayé. Je suis pas sûr qu'on ait complètement réussi, mais on a essayé de faire en sorte d'améliorer le maillage des routes. Vous avez vu tout à l'heure dans les plans, on va créer cette fameuse route entre la RD 11 et la RN 316. C'est aussi une possibilité de pouvoir sortir de la zone de Gravelines de façon différente. Donc ça fait aussi partie des éléments de mise à jour des plans vis-à-vis de la centrale. Donc je pense que c'est un élément plutôt positif que négatif dans le cadre de la vie du territoire qui doit bien sûr composer avec 6 fois 900 MW. Est-ce que je peux avoir le slide sur l'accès à la mer et sur les problèmes de partage de l'espace qui d'ailleurs font un peu écho à ce que vous venez de dire, monsieur Raison? Est-ce qu'on peut avoir ça? Impact sur l'accès à la mer. C'est revenu tout le temps. C'est-à-dire cette question de on ne peut plus avoir accès à la mer, on va être difficile de pêcher, etc. Donc laissez-nous les plages, les activités de loisirs, l'accès au littoral. Des cahiers d'acteurs, je vous ai vu monsieur, portent sur cette question. Donc quelles réponses on peut apporter? Est-ce que vous avez donc des questions sur ce sujet? Je vous en prie monsieur. Vous voyez que la question serait traitée. Le micro. Merci. Oui, Alexandre Siéja, je suis le président de l'association gravelinoise des pêcheurs du bord de mer. Notre activité a été rendue possible grâce à une convention, et j'en remercie encore monsieur le maire ici présent, convention qui a été signée entre le port autonome et la ville de Gravelines. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Convention qui date d'un certain temps. Et qui a permis donc de développer cette activité. Et je pense que dans la salle, il y a quand même des gens qui sont venus pour parler un petit peu de loisirs et pas uniquement de pollution de travail. Je sais que c'est un gros problème, mais le loisir aussi. Donc la question qu'on se pose, que se posent nos adhérents, est-ce que cette convention pourra continuer à être effective malgré l'agrandissement du port, que ce ne soit pas justement que vous ne preniez pas l'agrandissement du port comme une justification pour arrêter ça. Et je pose aussi une question concernant les zones de compensation. Alors, sur les sujets d'accès à la mer, de loisirs, vous avez parfaitement raison. Travail, emploi, importance, pollution, sécurité, etc. Sur les questions de loisirs, les contributions aussi des... Mais non, Franck, ne réintervenez pas sur le motocross et sur... Encore que... Faites ce que vous voulez, mais bon. Sur la chasse également, activité de loisirs qui se déroule sur le port. Donc peut-être on pourrait faire un paquet cadeau. Attendez, il y a un monsieur qui a demandé la parole sur la façon dont ça impacte les activités de loisirs en général, pêche, chasse, je veux dire, nature et tradition. D'ailleurs, pour la même occasion. Alors, ça c'est moyen, je reconnais, mais je vous en prie, monsieur. Oui. Pierrick Ledest, habitant du Dunkerquois. C'est juste pour revenir très très rapidement sur la question des poids lourds sur la 16, qu'on voit en grand nombre à destination ou en provenance des ports belges. Les flux de conteneurs étant appelés, semble-t-il, à croître partout, Cap 2020 ou pas, je pense que des poids lourds sur la 16, on en verra de toute façon beaucoup plus. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ces flux doivent profiter à la richesse des ports belges ou à celle de notre territoire? Bien, alors vous revenez un petit peu en arrière. Quelqu'un devant avait demandé la parole également. Et vous, monsieur, je vous ai vu parfaitement. On essaye de s'en tenir. Là, vous voyez, c'est en train de m'échapper l'affaire. On essaye de s'en tenir à la case telle qu'elle est prévue, activité de loisirs, accès à la mer, la plage, etc. Je vous en prie. Et on a bientôt fini, donc il n'y a rien de pire, mais ce n'est pas le cas, avec une salle où on se retrouve à 4-5 à l'arrivée pour discuter. Donc on a commencé dans les temps, on a viré dans les temps et on va finir dans les temps. Donc voilà, un peu de patience. Allez-y, monsieur.
Monsieur Boutet de Lonne Plage. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on pourra encore aller en voiture à la digue du Grec? Allez, net, clair et précise, votre question, monsieur. Voilà. Je vous en prie, monsieur, tout au fond. Passez-vous là, oui. Bonsoir. Stéphane Aquet, je suis commerçant en articles de pêche sur le Dunkerquois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ici. Monsieur Raison, on se connaît bien. Hein, je suis assez casse-couille pour ça. Oh, monsieur. On s'est vu il y a quelques mois, avant de parler des accès. C'est en cours, monsieur Hackett. C'est en voilà. cours. Bah, j'aimerais bien savoir. Attendez, vous pouvez donne la réponse, c'est en cours. Oui, Voilà. mais attendez, quelle était la question? Parce que nous, on veut savoir aussi. Donc la promesse, c'est de nettoyer déjà le bassin minéralier pour que les pêcheurs puissent enfin repêcher normalement. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une usine qui s'implante, les accès se ferment. Là, j'ai eu un élu la semaine dernière qui m'a affirmé que la sous-préfecture était prête à nous rencontrer pour avoir des cartes d'accès sur les lieux comme le Clipon, le DIC, limitées bien sûr, pour éviter le bordel, comme on dit. Et je voulais savoir aussi, et je vais revenir là-dessus, on parle de pollution, tout ça. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis implanté dans un bâtiment à 2 km de l'écluse Charles de Gaulle. Et je ne comprends pas, si on parle de pollution, que vos employés ou les pêcheurs doivent faire 30 km de détour pour aller sur la plage. Alors qu'il y a un pont à 4,5 millions d'euros à réparer. Et je pense qu'il y a autant de promeneurs que de pêcheurs qui passaient par ce pont, même pour aller manger une glace. Voilà, merci. Voilà, donc une série de gens approuvent l'interpellation. Donc allons-y peut-être là sur toutes ces questions qui sont des questions très importantes. Je commence qui par sont monsieur revenues Hackett. massivement dans le débat public. On se connaît très bien avec monsieur Hackett. Oui, donc, mais bon. Voilà, donc on partage une même histoire, c'est celle de ne pas changer les usages, en tout cas essayer de les toucher le moins possible. Donc la réponse à la question, c'est que les tests sont en cours dans le bassin minéralier parce que c'est pas si simple que ça. Donc les opérateurs de dragage s'y emploient, donc je reviendrai vers vous. La deuxième chose, je ne vais pas répondre à la place du sous-préfet sur les accès spécifiques. Moi, je vais répondre à la question de monsieur sur l'accès à la digue du Brec. Enfin, ce projet, il ne change rien à l'accès à la digue du Brec. Absolument rien. Il ne change rien. Et je vais même dire que c'est même mieux. Parce que ce que vous avez vu depuis des années, le long du littoral, c'est un amaigrissement des plages. Le sable s'en va. Le sable disparaît. Le projet, il va ramener du sable sur la plage. Et il va faire en sorte qu'il y ait une reconstitution du trait de côte, alors qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de mètres cubes qui sont partis. 7 millions de mètres cubes qui ont quitté entre le chenal intermédiaire et la plage. Donc vous vous rendez compte de la quantité. Et donc ce projet qui vise à creuser, enlever du sable, qui certes vont être utilisés sur des plateformes, mais ça ne va pas être réutilisé qu'à ça. Ça servira aussi à faire de la défense de côte. Donc l'objet, c'est absolument pas de changer l'usage. Ça ramènera du poisson. Donc, qui dit poisson dit pêcheur et article exactement. de pêche. Et qui dit effectivement article de pêche. Non, mais non, monsieur Hackett. D'ailleurs, on vous l'a déjà dit. Non, parce que là, je m'investis fortement, malgré la perte de chiffre d'affaires qu'on a eue par rapport à toutes ces fermetures. J'investis encore, et ça, c'est une surprise qu'il y aura dans quelques jours. Mais si pour me dire, dans 1 an ou 2 ans, on me ferme la digue du Brec, là, je peux partir sur la Rochelle. On peut éviter de décompter le temps de parole de monsieur Raison quand il ne parle pas. C'est moyennement loyal. On affirme devant tout le monde qu'il n'y aura pas de fermeture du Brec. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Bien, donc les choses, elles ont été dites. J'ai essayé de vous faire regagner du temps. Voilà, mais voilà. 1 minute. Alors, moi, c'est un élément extrêmement important, ce qu'a dit monsieur Hackett, mais ce que vous avez dit aussi, monsieur de Lonne Plage, là, sur les accès et sur les entreprises qui arrivent et qui ferment, etc. Il y a plein de choses qu'on a appris durant ce débat public. Plein. 70 réunions, mes collaborateurs par Mons et par Vaux, sur des marchés, le samedi, le dimanche. Je ne vous dis pas dans quel état ils terminent ce débat, parce qu'ils ne sont pas nombreux. On peut les remercier. C'est leur dernière réunion publique. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui nous ont été amenées par le débat. Et la première chose dont on s'est rendu compte, c'est le fait que la population s'est petit à petit coupée de son port. Coupée de son port parce que depuis 2001, ISPS oblige, les attentats à New York, on a mis en place des clôtures, des fermetures, des barrières pour faire en sorte que les sites sur lesquels on travaille soient protégés. Et en fait, l'élément important, mais je veux rendre hommage à mes 2 présidents, Philippe Berthonèche et François Soulet de Brugière, qui ont, en même temps qu'on faisait le débat public, fait en sorte, tous les 2, qu'on pousse un projet qui nous tient à cœur, qui est le Port Center. Alors le Port Center, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Port Center, c'est un endroit
et du personnel pour faire en sorte qu'on explique à la population le port, ce que c'est, comment ça travaille, pourquoi c'est fait, qu'est-ce que ça apporte. Et ça, c'est fondamental. Et ça permettra d'organiser des visites, et ça permettra aux gens de pouvoir avoir de nouveau accès aux terminaux et aux ports. Donc là, je laisserai Patrice Vergrit l'annoncer, je pense qu'il annoncera des choses en début d'année avec Philippe Bertonèche et avec François Soulet. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et on a beaucoup travaillé là-dessus, parce que ça a été aussi un des marqueurs du débat public et de cette expression des citoyens. Hein. Finalement, vous savez pas trop ce qu'on fait. Vous savez pas trop ce qu'on fait de positif. Vous savez pas trop ce sur quoi on travaille. Donc on a écrit 160 pages, mais on a aussi envie de vous raconter l'histoire du port de façon un peu plus détaillée au quotidien. Donc ça sera un outil pour tout le monde de connaissance de l'espace portuaire, de connaissance de nos usages, et puis ça créera sûrement des vocations. Hein. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de marins français, aujourd'hui, il y a les professions portuaires, il faut pouvoir aller vers ces professions qui ne sont pas forcément des professions faciles. Et ben, si on arrive à créer des vocations parce que petit, on a amené des enfants sur les territoires, on a amené des enfants sur les terminaux, on leur a montré des bateaux de 400 mètres, on leur a montré des grands minéraliers, on leur a montré des choses qu'ils ne voient pas, et s'ils habitaient à Lille, à Amiens ou ailleurs, et ben là on a une spécificité qu'il faut qu'on arrive à défendre. Et c'est avec ça que l'on emmènera la population autour de nos projets, parce que les projets seront appropriés par tout le monde, parce que tout le monde saura ce que c'est le port et ce que fait le port. D'ailleurs, j'ai des citoyens toujours qui posent la question, une question à la Commission nationale cette fois-ci, les centres hospitaliers, l'Institut Pasteur, etc., ont-ils été consultés par la CPDP, notamment par rapport aux maladies générées par les particules ultra-fines, en prenant la leçon de ce qui est observé à Fos-sur-Mer. J'ai une deuxième question qui me dit, j'en ai un qui dit je me démène au fond à droite et j'ai pas eu la parole, mais comme voilà, bon, j'ai quelque chose qui porte sur le vent. Vous allez voir comment je vais traiter ces deux questions en même temps. La perception du bruit dépend du vent. À Dunkerque, on entend régulièrement le bruit d'Arcelor, mais aussi tous les soirs les avions qui passent au-dessus de nos têtes venant de Londres, etc. Quand c'est pas l'industrie, etc., etc. Donc en vérité, les questions que posent les personnes, c'est est-ce que par la suite, et indépendamment de votre propre responsabilité, on peut imaginer des dispositifs qui traitent de ces questions, qui traitent de ces sujets, et d'une façon un peu large, avec l'ensemble des acteurs qui sont... En gros, ce qui vaut sur la route, est-ce que ça ne vaut pas aussi sur les problèmes de santé, de poussière Donc, en gros, comment on va s'organiser pour discuter sur tous ces sujets, qui sont les sujets qui, en effet, ont été portés par des concitoyens, et qui ne sont pas seulement la responsabilité du port. Et je vous le dis de façon très claire, une des préconisations de la Commission, ça sera que sur cet ensemble de sujets, chacun prenne ses responsabilités, les gens qui s'occupent de santé publique, les gens qui s'occupent de route, etc., et de façon à porter cet élan dans le sens des demandes qui ont été faites par nos concitoyens. On ne peut pas faire de l'emploi au détriment du cadre de vie, on ne peut pas faire de l'emploi au détriment des loisirs. Évidemment, on doit aussi adapter les comportements des uns et des autres au projet économique qu'il faut faire de l'emploi pour nos gamins, enfin pour vos gamins, pour nos gamins, parce qu'on appartient à la même nation et au même pays. Donc ça, à coup sûr, il est nécessaire. Un dernier point avant qu'il soit fini, c'est on a quelque chose sur l'espace, justement sur l'organisation de l'espace, qui touche un peu aux questions qui ont été posées. Donc voilà, les gens ont l'impression d'être enclavés. C'est revenu très souvent, ça. On est enclavé, alors bon, évidemment, il y a le cas de mardi qui est un problème un peu particulier, mais voilà, est-ce que c'est une impression, ça. C'est pas rigoureux, c'est pas scientifique, mais les gens se disent, est-ce qu'on peut être un peu étouffé, quoi. Comment on va faire respirer ce territoire-là? Donc, je crois que vous avez apporté une série de réponses, mais comment est-ce que vous sentez que, évidemment, à partir de la question de Baltique se repose, mais comment vous traitez ce qui est évidemment une impression, mais l'impression de nos concitoyens est aussi quelque chose d'important. Tout n'est pas raison au sens rationnel. Non, mais tout n'est pas technique, tout n'est pas scientifique, tout n'est pas voilà. Alors nous, on a une démarche qui est très simple. D'une part, je l'ai dit à de nombreuses reprises, on a une convention multithème, pluriannuelle avec la communauté urbaine de Dunkerque, et donc on travaille avec tous les maires. On travaille avec tous les maires sur toutes les problématiques, on vient régulièrement les rencontrer, on rencontre Bertrand Ringot, Éric Rommel, M. Henbert, tous les maires de la circonscription. Et donc, nous, on a besoin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup appris aussi dans ce débat. Je vous incite un petit peu d'attention. On a bientôt fini, je vous assure. On a beaucoup je vais essayer de ne pas tenir plus de 1 minute, je suis à 31 secondes. On a beaucoup appris dans ce débat, et donc on doit effectivement continuer à travailler avec les collectivités, avec toutes les associations avec lesquelles nous sommes partenaires. Je l'ai dit lors du premier débat, mais je pense qu'il faut le répéter. On a 4 axes stratégiques dans notre plan de développement, et il y en a un qui s'appelle port partenaire.
Et donc, on est partenaire d'une multitude de structures, l'université, Atmo, voilà, je les oublie parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, il faut qu'on arrive à construire cet élément de monitoring et on va le construire avec le territoire parce qu'on est partenaire du territoire. Alors je vais tenter de dire une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier les citoyens. Ça vous c'était les élus, oui, c'est les associations. Mais je fais un raccourci rapide, mais oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, dans des situations, alors c'est tout à fait autre chose, hein, c'est des incinérateurs, ces équipements, je ne sais pas, il y a des dispositifs de sentinelle, il y a du dispositif de gens qui peuvent alerter, qui peuvent dire, bah, tiens, il y a une odeur particulière ou il y a un bruit particulier, un peu ce qu'ont fait tous les citoyens ici ce soir. Donc, vous voyez qu'on organise, il y a des retraités, il y a des gens qui sont prêts à faire ça, il y a les pêcheurs, il y a des gens qui vont dans les espaces et qui peuvent reporter. Vous voyez qu'un dispositif de signalement citoyen, civique, qui implique les gens directement, pas seulement les responsables sur lesquels déjà pèsent beaucoup de responsabilités et de charges, parce que bon, mais un peu les citoyens. Ça, je pense que c'est. Et j'ai une deuxième observation à vous faire, parce que je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ou vous faire de la peine, mais c'est les gens de Fos-sur-Mer que j'ai vus, moi, parce qu'à la Commission nationale, on travaille avec vos collègues de Fos-sur-Mer. Votre homologue était à Dunkerque auparavant, d'après ce que je sais. Ils parlent, eux, de concertation en continu. Ils ont ce mot. Ils disent, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des moments vraiment très sympas. Je crois que c'est... Moi, je vis un moment passionnant ce soir. Les gens parlent, on essaie de répondre à leurs questions. C'est pas toujours ça, etc. Puis après, plus rien. On n'entend plus parler de rien. C'est-à-dire que, voilà, il y a une pointe de satisfaction, puis après, rien. Il y a des petits sujets. Alors, les petits sujets, ou les gros sujets, d'ailleurs, enfin, qu'on ne traite pas. Bon. Donc, comment on peut mettre en place... C'est très pressant comme demande. Quelque chose qui s'apparente, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, mais il y a de la concertation en continu qui permettent de... Par exemple, il y a des questions de construire des éoliennes sur ce territoire. C'est bien, c'est pas bien. Moi, j'ai pas de position sur le fond, ça a été dit. Néanmoins, vous voyez, plus rien. Puis on va saucissonner les sujets. Faut que cette concertation continue. Elle prépare le gros débat qui va suivre. Bon. Donc, qu'est-ce que vous dit cette idée, Monsieur Raison, de concertation en continu, mobilisation des citoyens? Pour une fois, je vais dire que j'ai pas de réponse. Oui. Parce que vous allez toujours dire j'ai réponse à tout. J'ai pas de réponse. Oui. J'ai pas la recette miracle. On vient de passer un an ensemble, oui, à porter, à expliquer, à essayer de clarifier un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en 2018, le port va faire son nouveau projet stratégique pour 2019-2023. Donc, bien sûr que les éléments que vous allez amener, ça sera du matériau pour le nouveau projet stratégique du port, pour les 5 ans qui viennent. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Moi, je n'ai pas les réponses, je n'ai pas la science infuse. On travaille beaucoup. Et on essaiera effectivement de voir quelles sont les meilleures méthodes. Il y a des choses qui sont faites autour des port centers. Moi, je crois beaucoup à cet outil. Il y a des concertations qui sont menées de façon extrêmement ambitieuse dans d'autres ports européens, notamment le port d'Hambourg, qui est un port de ville. Et donc, on a beaucoup à apprendre des autres. Et on est certain, de notre côté, qu'en allant voir les autres dans le monde entier, on est plus rapide et plus efficace que si on reste simplement dans notre petit microcosme. Parfait, merci Monsieur Raison, merci messieurs ici. Et, mesdames, messieurs, je vous remercie de la qualité de la tenue et des questions. Il y a une question auquel il n'est pas été répondu, j'en suis désolé, sur les impacts sur le Domarois et sur RPI. Je note la question, il vous sera répondu sur le site. Bonne soirée, merci à vous.